Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Féminisme, les combattantes de l'ombre ». Il est ainsi chapeauté. En cette semaine, marquée par la Journée internationale des droits des femmes, Le 1 a voulu faire entendre les voix des combattantes de l'ombre. Celles qui, à l'échelle locale, agissent chaque jour pour continuer à faire avancer la cause des femmes. Pour illustrer ce numéro spécial, carte blanche a été donnée à 7 artistes féministes, toutes illustratrices et autrices de bandes dessinées, Pénélope Bagieux, qui illustre la une de la une, mais aussi Marion Fayolle, Rosalie Strosser, Nine Antico, Louison, Léa Mouraviec et Émilie Gleason. Dans ce milieu historiquement masculin où les femmes ont longtemps été des personnages secondaires, elles ont dû se battre pour exister. Avec leur diversité de style, d'approche et de sensibilité, elles incarnent, elles aussi, les multiples facettes de la lutte féministe. Nous mettrons en ligne mercredi la première de nos 3 conversations avec Philippe Martin, producteur et fondateur de la société de production cinématographique Les Films Péléas. Contrairement à beaucoup de jeunes gens, Philippe Martin, lorsqu'il découvre le cinéma à Évian, grâce à un historien du cinéma passionné et pédagogue, Philippe Martin se passionne pour les films, mais il ne veut pas devenir acteur, il le sait tout de suite, devenir producteur. Il nous raconte comment il l'est devenu, sans avoir aucun autre atout que sa conviction d'être fait pour ce métier, et comment il le conçoit et le pratique. Je raisonne comme si j'étais à la tête d'une maison d'édition, avec une politique d'auteur. Parmi les auteurs de sa maison de production, Emmanuel Mouret, Mia Hansen-Love, Pierre Salvadori, Christophe Honoré, et pour la musique dont Philippe Martin est un grand amateur, au moins 2 cinéastes et documentaristes, Jean-Paul Siverac, et Philippe Béziat. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 2 avril à l'école alsacienne. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Je vous propose que nous abordions le premier des 2 sujets que nous avons mis à notre ordre du jour, celui de la grève et ses suites. 1 280 000 personnes ont défilé le 7 mars, selon le ministère de l'Intérieur, un record dans les décomptes officiels pour des manifestations ayant une dimension sociale, tandis que la CGT a avancé le chiffre de 3,5 millions. Jamais depuis 30 ans, les syndicats de salariés n'ont été aussi unis pour combattre un projet de loi du gouvernement. Les organisations ont redoré leur image en ayant su capter la colère des Français, analyse Frédéric Dabi de l'IFOP. Ils échappent à la défiance touchant les partis politiques qui ont offert un piètre spectacle à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi des retraites. Ayant le vent en poupe, toutes les centrales ont enregistré depuis janvier une hausse importante des adhésions. La CFDT a ainsi délivré 13 000 nouvelles cartes, une augmentation de 40% par rapport à l'an dernier, sur la même période, tandis qu'à la CGT, on en a enregistré 12 500. Si l'opposition à la réforme des retraites reste stable et dominante, à 72%, elle est devenue majoritaire chez les sympathisants LR, 53% approuvent la mobilisation, plus 4% en un mois, et même au cœur de l'électorat macroniste, celui des 55-64 ans. À cette désaffection dans les rangs des siens, le président devra ajouter un ressentiment contre sa personne que les sondages enregistrent sans désemparer. Avec lui, le gouvernement est confronté à une rare unité syndicale et à des centrales qui ont réussi à ne pas se mettre à dos l'opinion publique avec des actions coup de poing, tout en espérant mettre suffisamment la pression sur le gouvernement pour l'amener à bouger. Dans les cortèges, les débordements des Black Blocs ont été tant bien que mal contenus.
Dans les jours et les semaines qui viennent, l'intersyndicale veut durcir le mouvement contre le projet de réforme sans perdre le soutien des Français. À l'issue de leur 6e journée nationale d'action contre la réforme des retraites, les syndicats ont demandé à être reçus en urgence par Emmanuel Macron afin qu'il retire son projet actuellement débattu au Sénat, actuellement voté au Sénat. Réponse de l'Élysée, la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte, mais à Rungis le 21 février, puis au Salon de l'Agriculture 4 jours plus tard, le président de la République avait indiqué qu'il ne céderait pas, s'agissant du report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. D'après l'IFOP, seulement 34% des Français pensent que sous l'effet du mouvement social, la réforme sera retirée. Il y a une mémoire de l'opinion publique qui a intégré que le gouvernement ne recule plus face à la rue, rappelle Frédéric Dabi. Au-delà des retraites, sociologues et philosophes relèvent que le problème de fond pourrait être moins le projet de réforme que l'évolution du rapport au travail lui-même et la quête de sens qui l'accompagne, comme en témoignent notamment les pénuries de main-d'œuvre qui sévissent actuellement dans le privé comme dans les administrations. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, vous l'avez dit, Philippe, dans votre introduction, il y a quelque chose d'ubuesque dans la situation française. Et moi, je dirais d'abord qu'après la grève, c'est une immense confusion, un immense brouillard, avec ce décalage qui s'accroît entre, d'une part, la rue, les opinions, les élites, les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre. Alors, je reprends rapidement. D'un côté, vous avez l'opinion, 72% dans les sondages, ça se maintient, et contre le projet de réforme, 52% chez les Républicains. La rue, très mobilisée, plus d'1 million de manifestants depuis le 19 janvier, ça ne faiblit pas. Les syndicats, très unis, c'est la première fois depuis 12 ans, depuis la précédente réforme des retraites de 2010 qui avait passé l'âge de départ à 62 ans, que les syndicats restent unis depuis maintenant presque 1 an, depuis qu'on a commencé à parler de la réforme des retraites. Les élites, les ex-responsables politiques ou économiques conseillent à Emmanuel Macron de retirer son projet, qu'il s'agisse de Dominique de Villepin, qu'il s'agisse de François Hollande, qu'il s'agisse d'Alain Minc, qu'il s'agisse de Jacques Attali. On a une espèce de lien entre la rue, l'opinion et les élites politiques et économiques qui donc demandent de retirer ce projet. Une communication gouvernementale qui est absolument catastrophique. On se dit qu'il ferait mieux de donner des contrats à McKinsey parce que depuis qu'ils ont arrêté, la communication est catastrophique. Une incertitude quand même très grande sur le vote des Républicains à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça passera aussi bien parce que certains députés pourraient jouer leur position sur les présidentielles de 2027 et non pas leur attitude vis-à-vis des retraites. Bon, bref, on a une espèce d'immense majorité, le pays entier qui est contre la grève, et un président de la République qui reste déterminé, qui ne reçoit pas les syndicats et qui pratique encore plus que jamais l'autoritarisme, la verticalité du pouvoir, alors qu'il nous avait promis tellement de changer sa méthode. Et donc, on est dans une espèce d'incertitude sociale qui me paraît très grande, et en particulier quand on regarde les commentaires de nos pays voisins, le commentaire européen, il y a une immense sidération, une immense incompréhension sur ce qui se passe réellement en France. Et c'est mon deuxième point. Je crois que c'est non pas après la grève, mais derrière la grève, qu'est-ce qui se passe en France? Et là, je crois que, moi, il y a un slogan qui m'a beaucoup marqué, c'était une banderole où on voyait écrit « La retraite, on s'en fout, on ne veut pas travailler du tout ». Et alors, évidemment, ça peut faire rire, mais ça fait aussi réfléchir. Et je crois qu'il y a 2 choses derrière cette colère massive, cette manifestation. Il y a premièrement, non pas le refus du travail, comme on voudrait le croire, mais un espèce de désenchantement sur la valeur travail, c'est-à-dire un refus de faire du travail le centre à la fois de son accomplissement personnel et de son accomplissement professionnel. Tous les sondages montrent, en particulier il y a un dernier récent sondage de l'Institut Montaigne, que 80% des sondés sont satisfaits de leur travail, 82% sont satisfaits de leur temps de travail, qui se situe en moyenne, d'après les études, à 38,5 heures par semaine. Donc, il n'y a pas une remise en cause du travail en tant que tel, mais il y a une remise en cause du travail, premièrement, comme promotion, comme acteur de la promotion sociale, ça ne marche plus, et une remise en cause du travail par rapport à d'autres réalisations que sont la famille, les amis, le relationnel,
personnel, etc. Et donc, on a ce qu'on voit dans la presse, qui fait la une de la presse, le grand, comment on appelle ça, la grande démission, l'absentéisme, la paresse au travail, tout ça sont des pointes immergées d'un iceberg qui existe, mais qui n'est pas une remise de travail, mais qui demande quand même une réflexion tout à fait fondamentale que le gouvernement, et d'ailleurs, je trouve que ce serait un très bon sujet pour le Conseil national de la refondation qu'un de nos amis et partenaires, dont un de nos amis et partenaires est David Gege, est secrétaire général, de réfléchir à la place du travail aujourd'hui dans la société numérique. Et deuxième point, pardon Philippe, juste très rapidement, ce qu'il y a derrière la grève, il y a une colère, je crois, non pas contre les inégalités sociales, parce que voilà, il y a une espèce de reconnaissance que celles-ci ne disparaîtront jamais, mais une colère contre l'enrichissement des uns et la stagnation des autres. Un article récent du Monde disait que les bénéfices des grandes multinationales du CAC 40 en 2021 avaient atteint 120 milliards d'euros. Donc, une espèce de colère et à la fois d'impuissance, non pas encore une fois contre l'augmentation des inégalités, mais contre l'enrichissement spectaculaire d'une toute petite poignée de gens contre lesquels le gouvernement, effectivement, n'a pas voulu ni taxer les riches, ni taxer l'impôt sur l'héritage, etc., etc. Donc, je crois que c'est ça, c'est la relativité du travail et en même temps l'injustice sociale fondamentale. François Bujon de Lédan. Nous assistons à un de ces grands psychodrames sociaux dont la France est coutumière et qui cette fois-ci se cristallise sur le problème des retraites, dont il faut souligner que c'est un problème récurrent puisqu'il revient. On en a parlé en 2010, on en a reparlé déjà pendant le premier mandat de M. Macron où il y a eu une tentative avortée de réforme des retraites. Ça revient aujourd'hui et ça reviendra certainement dans l'avenir. Je serais moins lyrique que Nicole sur la grande alliance générale de tout le monde contre la réforme, parce que je crois que c'est beaucoup plus difficile en réalité à analyser et que dans chacune des catégories sociales sondées ou en présence, il y a des nuances, il y a des difficultés, il y a des quantités de gens qui comprennent la logique de repousser la retraite et de repousser l'âge limite de départ, et il n'y a qu'à regarder simplement les exemples qui nous entourent, c'est-à-dire les pays voisins, nos partenaires, etc., pour voir qu'il y a une question qui se pose, puis il y a une question démographique, bien entendu. Mais il est vrai que nous avons deux logiques face à face et finalement un affrontement entre deux espèces de légitimité et deux inflexibilités. D'une part, celle des syndicats, qui, en effet, refusent, par principe, toute idée de repousser l'âge de la retraite et qui ont décidé d'aller très très loin avec un fort soutien populaire et avec une opinion publique qui, en effet, dans sa majorité, des 2/3 à peu près, reste hostile à la réforme. Ça, c'est une logique qui continue à les pousser dans la voie du refus. Et puis, en face, il y a le gouvernement qui a une toute autre logique, qui fait des comparaisons internationales, qui a pensé dans un premier temps, pendant le premier mandat, qu'il fallait remettre à plat la totalité du système sur la table, et puis qui ensuite a reculé et qui revient cette fois-ci avec une approche qui est simplement l'approche paramétrique, comme on l'appelle. Vous avez vraiment ces deux logiques et la conviction profonde du président de la République, parce que c'est une des choses qu'il a dites dès son élection il y a maintenant 6 ans, dès sa première élection, que le pouvoir syndical, de toute façon, est l'expression même des corporatismes et du conservatisme social. C'est sa conviction profonde et c'est la raison pour laquelle il décide que c'est la représentation nationale qui doit trancher l'affaire. Alors, nous allons avoir effectivement cet affrontement. C'est comme s'il y avait deux trains lancés sur la même voie, chacun dans une direction opposée. D'un côté, la détermination et l'inflexibilité syndicale, avec un fort soutien de l'opinion publique, en effet, mais qui, à mon avis, reste fragile et qui peut se retourner si les choses tournaient mal. Et puis, de l'autre côté, la détermination, je dirais, politico-parlementaire, puisque c'est le processus parlementaire qui suit son cours et que, normalement, la semaine prochaine, le texte devrait être voté, après examen en commission mixte paritaire, séparément par les deux assemblées. Alors, voilà, c'est très dangereux pour la démocratie et
et pour la République que d'avoir cet affrontement de deux logiques dont aucune ne fait une part même minime à une volonté de compromis. À côté de ça, la vérité oblige à dire que le spectacle que nous avons vu depuis quelques semaines n'est pas un spectacle terriblement édifiant pour nos mœurs démocratiques, ni pour l'avenir de notre démocratie. Personne ne s'est montré à son avantage dans les épisodes des semaines précédentes. Certainement pas le président de la République, qui a fui le débat, qui est absent, qui voyage à l'étranger, et qui affecte de considérer que des minimis non curat praetor, et que c'est au gouvernement et au Premier ministre à s'occuper de cette affaire. En outre, tout le monde sait qu'à ses yeux, le texte de la réforme qui est à l'examen pour l'instant est un pis-aller et ne vaut pas son approche première qui était, semble-t-il, plus ambitieuse. Voilà. De l'autre côté, le gouvernement n'a pas brillé du tout. Vous avez dit, je crois, que la communication était désastreuse. Je suis tout à fait d'accord. La communication est parfaitement mauvaise. Et personne n'a brillé dans cette affaire. Certainement pas le Premier ministre, ni le ministre du Travail, en tout cas. En plus, le gouvernement a une curieuse approche tactique, puisqu'il a fait d'entrée de jeu, et avant même le début du débat, une concession en passant de 65 à 64 ans, une concession gratuite, alors que, bien entendu, ceci aurait pu nourrir un début de compromis s'il avait procédé autrement. L'Assemblée nationale a fait vraiment piètre figure. Le débat a été assez caricatural et, en tout cas, totalement stérile, avec des politiques d'obstruction, une accumulation d'amendements, l'obstruction de LFI. Et il faut bien reconnaître que le débraillé ne convient pas forcément à la démocratie parlementaire. Ce n'est pas ce qui lui sied le mieux. Nous en avons eu un exemple toute la semaine dernière. Le Sénat, un peu lourdingue dans son rôle, il faut bien le reconnaître, mais enfin, faisant son métier, et les syndicats droit dans leurs bottes, qui sont effectivement unis pour la première fois depuis 2010, c'est-à-dire depuis une précédente réforme des retraites, et qui parlent de mettre la France à l'arrêt ou de mettre l'économie française à genoux. Tout ceci n'est pas effectivement le spectacle d'une démocratie en pleine maturité. Béatrice Gibelin. Eh bien, vous avez souligné cette unité syndicale qu'on n'avait pas vue depuis effectivement la dernière réforme des retraites en 2010 sous Fillon. Cette unité syndicale, moi, je ne la verrais pas aussi solide et avec des lendemains qui risquent d'être forts dans le temps. Beaucoup d'adhésions. C'est vrai, on a dit les syndicats sont requinqués, très faible syndicalisation en France, voilà, c'est formidable. Et puis j'ai repensé à ce qui s'était passé pour le PS, qui à un moment, en 2007, avait connu une vague d'adhésion absolument phénoménale pour en faire un très grand parti avec 250 000 adhérents ou quelque chose comme. Et puis tout ça s'est effondré dans l'année qui suivait. Et il faudra voir si on garde effectivement une remobilisation syndicale dans le temps. Et là, ça m'amène effectivement à cette réflexion sur le travail. Parce que si, au fond, peu de gens étaient syndiqués, c'est parce qu'ils avaient le sentiment que les syndicats ne les défendaient pas bien ou ne répondaient pas à leurs vraies préoccupations. J'avais l'impression qu'au fond, ça servait à rien de se syndiquer. On avait une forme de syndicalisme relativement important, je dis même relativement, que dans la SNCF, disons globalement les transports, gaz, électricité, et puis dans le champ, un peu de l'hôpital et de l'enseignement. Mais honnêtement, dans le privé, un syndicalisme qui a été faible, même s'il pouvait être à la tâche et avoir un certain nombre de résultats, branche par branche. Donc, je suis pas sûre que ce moment de cristallisation soit forcément un renouveau très important pour le syndicat s'ils ne prennent pas vraiment en charge la question du travail. Et ce qu'a souligné Nicole est très intéressant, c'est qu'on a 80% des gens qui sont contents de leur travail et qui trouvent que leur durée de travail, ça va. Et or, on entend un bruit constant comme si ce n'était que souffrance, que difficulté, qu'on n'avait qu'une envie, c'est de s'arrêter de travailler le plus tôt possible, ce qui est une grande contradiction entre les deux. Et comme si aujourd'hui dire qu'on est heureux en travaillant, ça ne pouvait plus être entendu, ou à la limite on n'ose
presque plus le dire. Ou alors, ça ne peut être que si on a un métier intellectuel comme les nôtres et qu'on a la chance de pouvoir les faire très longtemps. Donc, cette question du travail, de l'inégalité du travail, qu'a accéléré le télétravail. Parce que pour mettre la France à genoux, on n'est plus en 95. Les gens sont restés chez eux, ils ont géré leurs affaires avec leurs entreprises de chez eux, sans que ce soit véritablement un coup d'arrêt. Moi, j'ai été frappée par le fait que la RATP n'a pas fait ce coup d'arrêt comme on l'avait en 95, où toutes les stations de métro étaient fermées, on ne pouvait pas rentrer, ce qui n'a pas été le cas. Et dès hier, le métro refonctionnait. Donc je me dis, il y a quand même des choses qui sont radicalement différentes. Et le fait qu'on ait intégré pour 66% des Français, les 2/3, que de toute façon elle passera et qu'elle s'appliquera, c'est pas seulement une forme de résignation, c'est aussi de se dire que ça doit se passer comme ça. On n'a pas envie de le dire, on n'a pas envie de le reconnaître, mais d'une certaine façon, ça va se passer de cette façon-là. Et ce que je ne comprends pas, et je m'arrêterai là, c'est comment, tant du côté du gouvernement que du côté des syndicats, cette position de « on ne bougera pas pour les uns des 64, pour les autres des 62 », empêche toute négociation possible. Ça ne peut être que l'affrontement, et on n'aura, de mon point de vue, que des perdants. Akram Belkaïd. Oui, 2 points qui viennent d'être évoqués et avec lesquels je suis d'accord dans le fait de se pencher dessus. Donc le travail, ça on en a parlé, et je crois que c'est une vraie réflexion, le rapport au travail dans un monde de plus en plus numérisé avec l'émergence de l'intelligence artificielle et les conséquences des expériences vécues, le confinement qui a montré à beaucoup de gens que, ma foi, être 8 heures ou 10 heures par jour au bureau n'était peut-être pas la meilleure expérience quotidienne à vivre, avec des gens qui essayent de prendre du champ, avec une jeunesse, là c'est toutes les informations qui remontent montrent des gens qui sont moins intéressés par des contrats à durée indéterminée, qui essayent de négocier des avantages dès le départ, dont l'obsession est souvent la part de temps libre par rapport à leurs tâches, la capacité à bénéficier de comptes épargne-temps, à pouvoir voyager, Et ça, c'est vraiment une tendance qui, à mon avis, doit être prise en compte. L'autre point qui a été évoqué, qui, moi, m'interpelle depuis des années, et je me souviens d'un rapport du médiateur de la République en ce sens, c'est la colère. Je pense que c'est une colère qui est, ma foi, sous-estimée, qu'on évoque comme ça au passage d'éditoriaux, d'articles pendant les périodes électorales, mais c'est une société qui a ce paradoxe, c'est qu'elle vit dans un pays où le niveau de vie est tout de même assez élevé, où on a un niveau d'épargne très élevé, où on a encore des services publics qui fonctionnent plus ou moins bien, mais où l'expérience là aussi quotidienne démontre l'existence d'une colère récurrente, importante, qui s'exprime de manière parfois disparate, mais qui en tout cas peut converger au moment de rendez-vous électoraux ou de grandes échéances nationales. En 1995, les Français ont été dans la rue, ils ont fait grève, ils ont soutenu par procuration. Il y a eu ce concept de grève par procuration. Pour l'observateur étranger à l'époque, pour moi, la corrélation entre ce qui s'est passé en 95, les espoirs déçus, puisque la réforme est passée, finalement, c'était une victoire. Enfin, les lois sur la sécurité sociale ont quand même été adoptées, etc. On a eu 7 ans plus tard le coup de grisou, le choc de 2002. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour moi, est très inquiétant, ne serait-ce que parce que l'échéance de 2027, c'est demain, parce que beaucoup de gens dans les cortèges sont ulcérés, et notamment, je pense à tous ceux qui ont adopté une position républicaine qui n'était pas forcément en faveur d'Emmanuel Macron au moment de glisser le bulletin dans l'urne, mais qui sont allés voter au 2e tour en disant tout sauf le Rassemblement national, et qui se rendent compte que finalement la promesse du président d'entendre leur voix, parce que c'était ses déclarations après son élection, de dire qu'il avait bien compris qu'une partie de ses électeurs avaient été des gens qui l'avaient soutenu par esprit républicain, eh bien, ce raisonnement-là, je pose la question, peut-être que ça va se renouveler en 2027 parce que les gens seront raisonnables de nouveau, mais en tous les cas, il y a de fortes chances
tout de même, ou des risques plutôt, qu'une partie de cet électorat reste à la maison pour la prochaine élection présidentielle, avec toutes les conséquences que cela va avoir sur le fonctionnement de la démocratie française. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de la politique française au Maghreb et aussi de la situation en Tunisie. Dans un Maghreb gangréné par les crises internes, l'effondrement économique de la Tunisie, déchirement de la Libye, un conflit régional, l'Algérie et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques en 2021, et des tentations étrangères de la Russie et de la Chine, une des terres de prédilection de la France s'est transformée en zone de crispation pour Paris. Entre un Paris algérien tourmenté et la préservation d'une relation avec le Maroc, jadis privilégiée mais aujourd'hui rétrogradée, l'approche présidentielle du Maghreb suit une ligne de crête assumée entre les deux frères ennemis du Maghreb, dont l'antagonisme s'est exacerbé depuis 2 ans, avec le retour du contentieux autour du Sahara occidental. Un jeu d'équilibre qui place la diplomatie française sous tension. Depuis 2 ans, avec le Maroc, les crispations sont allées crescendo. Refus français de qualifier de base sérieuse et crédible à une future solution politique le plan d'autonomie marocain de 2007 pour le Sahara occidental, affaire du logiciel espion Pegasus, Qatargate devenu au Parlement européen Marocgate, soupçon de complaisance avec le Maroc pesant sur un présentateur de BFM TV, et enfin condamnation des violations des droits de l'homme au Maroc par le Parlement européen le 19 janvier. Les responsables politiques et les médias marocains s'insurgent contre ce vote. L'ambassadeur marocain à Paris a été rappelé par Rabat. Avec Alger, depuis plusieurs années, Emmanuel Macron s'est montré déterminé à réchauffer les relations. Plusieurs rapprochements ont été ébauchés dans le contexte de la crise sécuritaire du Sahel ou bien de la crise énergétique provoquée par la guerre d'Ukraine, tout en entretenant des relations empreintes de méfiance, des liens qui demeurent fragiles, comme le montre l'affaire de la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, rapatriée récemment en France alors qu'elle était en situation irrégulière en Tunisie. Alger a fustigé une exfiltration illégale et rappelé son ambassadeur. Une énième crise qui intervient au moment où la relation se réchauffait entre Paris et Alger, après le voyage du président français en août dernier chez son homologue algérien. Une visite d'État en France du président algérien était prévue pour mai prochain. En Tunisie, alors que le pays traverse une grave crise économique marquée par des pénuries récurrentes de produits de base, sur fond de tensions politiques, le président Kais Saied, qui concentre tous les pouvoirs après avoir suspendu en juillet 2021 le Parlement et limogé le gouvernement, s'est référé le 21 février dernier aux subsahariens présents en Tunisie en évoquant, je cite, « des hordes de migrants clandestins, source à ses yeux de violences, de crimes et d'actes inacceptables. » La Tunisie compte entre 30 000 et 50 000 migrants subsahariens, selon les ONG locales. Sur cette question, Akram Belkaïd. Alors, il y a plusieurs points dans ce que vous venez de dire, Philippe. Il y a le fait que, si on prend le Maghreb dans sa totalité, ou du moins le Maghreb central, il y a une évolution qui est comparable, qui est que ces 3 pays, pour des raisons diverses, ont pris des chemins inverses à ce que promettaient les révoltes populaires de 2011. C'est-à-dire qu'on est dans un moment aujourd'hui de retour en force de l'autoritarisme, de retour en force du refus de la moindre transition politique, du retour en force de la sacralisation de la stabilité. C'est-à-dire qu'au nom de la stabilité, il est hors de question de s'aventurer dans la moindre ouverture démocratique. Et ce sont des pays dont à la fois les régimes sont en transformation, sont en mutation, et où les sociétés elles-mêmes sont en mutation ou doivent affronter des mutations. Ce qui fait que, côté français, on a parfois du mal à prendre la mesure des transformations qui sont en cours dans ces pays-là. Sur le Maroc, par exemple, je pense que on n'a pas pris la mesure de l'impact
sur l'administration, sur le Merzen, c'est-à-dire l'appareil administratif autour du palais, c'est le vrai pouvoir marocain, l'impact des accords d'Abraham, le fait que le Maroc aujourd'hui peut compter sur un allié qui est Israël, que la paix conclue avec Israël donne au Maroc des portes d'entrée aux États-Unis plus importantes que par le passé. Et donc, ça met la diplomatie marocaine dans une situation, pense-t-elle, de force pour exiger effectivement un alignement des pays européens, de ses principaux partenaires, sur la question du Sahara, alors que jusque-là, la France, mais aussi d'autres pays, étaient plutôt prudents. La France continue à être prudente, même si par le passé, dans la réalité, elle a toujours œuvré à conforter le Maroc dans ses positions, en tout cas à empêcher qu'il ne soit mis en position, je dirais, de minorité au sein des Nations Unies, par exemple. Et aujourd'hui, c'est une situation, le message clair des Marocains, c'est le statu quo de ces dernières décennies, c'est terminé. On veut que la France se détermine et qu'elle choisisse clairement sur est-ce qu'il nous soutient sur notre revendication de souveraineté territoriale entière sur le Sahara occidental, même si on présente un plan d'autonomie ou pas. Et dans ce contexte, on a une Algérie qui, elle aussi, est sortie d'une période de contestation démocratique assez puissante, mais qui est dans une certaine forme de restauration de la part d'une équipe au pouvoir qui a du mal à prendre ses marques. D'où un excès d'autoritarisme. C'est-à-dire que si vous regardez les présidences de Bouteflika pendant de 99 à 2019, au moment où il a été prié de partir, vous aviez une certaine gestion des oppositions. Vous aviez toujours une espèce de marge de manœuvre pour les uns pour les autres. Aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est un autoritarisme clairement affiché. Lorsqu'on est opposant, on est fatalement agent de l'étranger. Et donc, il ne saurait être question d'accepter que des partenaires habituels, dont la France, que des opposants algériens puissent s'exprimer à partir de Paris, puissent agir sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Et c'est une des revendications algériennes de demander à la France de mettre fin à ces activités-là, ce que Paris refuse. Mais donc, ça crée de manière récurrente des problèmes entre les deux capitales, puisque on a de manière, je crois que ça fait en 2 ans, on a eu 3 rappels de l'ambassadeur algérien pour des différentes raisons. Mais en tout cas, ça montre, je dirais, cette nervosité algérienne d'un régime qui, rappelons-le, a pour président quelqu'un qui a été élu avec un très faible taux de participation et qui s'interroge souvent, qui visiblement est en train d'essayer de préparer un second mandat. Juste pour terminer sur les 2 géants du Maghreb, il faut néanmoins dire qu'il ne faut pas toujours se laisser abuser par ce genre de péripéties diplomatiques et garder en tête que souvent, derrière la façade, il y a une stabilité. Alors, c'est là qu'il faut s'interroger. Est-ce que ça a été touché ou pas? Est-ce que les relations entre les services de sécurité, qui sont toujours excellentes, qui fonctionnent toujours, est-ce qu'elles ont été touchées ou pas? C'est ça dont il faut essayer de prendre la mesure, parce que si crise il y a, c'est que ça touche c'est les relations sécuritaires. La Tunisie, maintenant, effectivement, vous l'avez dit, situation économique intenable, crise politique. La transition a été très mal gérée. La classe politique tunisienne, dans sa totalité, a donné une piètre image de ce qu'est la démocratie. Elle a réussi à dégoûter les Tunisiens de la politique. Elle a les joutes à l'intérieur du Parlement au Bardo étaient un vrai scandale à de multiples reprises. Ce qui fait que on a, comme souvent, un acteur inconnu qui débouche. Ce président sorti de nulle part, qui a réussi à capitaliser sur la sympathie qu'il avait pu bâtir grâce aux réseaux sociaux, grâce aux télévisions, mais qui s'avère être aujourd'hui quelqu'un qui ne supporte pas la moindre contradiction et qui est en train d'engager son pays dans une pente très dangereuse, avec cette illustration de propos inacceptables sur les subsahariens, avec un racisme qui s'est répandu immédiatement à l'encontre de subsahariens, mais
ça montre aussi, je parlais de changement de société, ça montre aussi que les sociétés du Maghreb, parce que ce qui vaut pour la Tunisie vaut pour l'Algérie et vaut pour le Maroc, c'est qu'aujourd'hui, ces sociétés plus ou moins, je dirais, uniformes dans leur constitution, sont confrontées à la présence d'étrangers qui ont compris que, ma foi, la Méditerranée était de plus en plus difficilement franchissable et qui s'installent ou qui cherchent à rester, qui trouvent du travail, et donc ces problèmes-là se posent clairement pour les trois gouvernements, mais de manière plus criante, je dirais, pour la Tunisie qui a des difficultés économiques. Béatrice Gibelin. Bon, mais je souscris bien sûr à l'analyse que vient de faire Akram. La question qui est particulièrement délicate sur le chemin de crête de la France, c'est l'hostilité profonde entre l'Algérie et le Maroc. Si on n'avait pas cette hostilité, enfin la frontière est fermée. L'équipe de foot du Maroc qui devait venir jouer, elle n'a pas pu survoler parce que les avions n'ont pas le droit de survoler. Elle n'a pas pu venir jouer à Constantine. Enfin, c'est des choses vécues constamment, si vous voulez, sur l'affaire qui est l'affaire du Sahara occidental, dont on n'entend plus vraiment beaucoup parler aux Français. Et si on leur disait le Sahara occidental, on dirait quoi ? C'est quelque chose qui s'étonnerait beaucoup, sachant que le Maroc a déjà pris pied et construit les murs qu'il fallait sérieusement. C'est-à-dire qu'une grande partie du territoire est déjà complètement sous contrôle et sous juridiction marocaine. Bien. Donc, mais c'est le point de crispation avec l'Algérie sur cette question-là, puisque le front du Polisario est toujours, à ma connaissance, hébergé encore en Algérie. Donc, c'est comment pouvoir avoir de bonnes relations avec Rabat et avec Alger quand on est pris dans cette contradiction et dans cette tension constante entre les deux. Et la France, elle a géré quelque chose dont on n'a pas dit un mot, c'est la présence sur son sol de nombreux Marocains, Marocaines et de nombreux Algériens, Algériennes. Les deux États ayant pendant longtemps tout fait pour que c'est leur sujet pour les uns et leurs citoyens pour les autres ne prennent pas la nationalité française et que devant rester sujets marocains ou citoyens algériens. Avec le temps, de fait, ils ont la nationalité française, même s'ils retournent facilement au pays et où, j'allais dire, le contraste entre l'évolution du pays et ce qu'ils vivent en France n'arrange pas non plus beaucoup les affaires. Bien. Donc, le chemin de crête est difficile. Emmanuel Macron s'est dit, moi je suis jeune, j'ai rien à voir avec la colonisation, on avance et on travaille sur la mémoire avec l'Algérie. Et d'une certaine façon, ces relations très privilégiées, en particulier du temps de Chirac, qu'on avait avec le Maroc. On a cultivé le Maroc, le réseau de la Mamounia, d'une certaine façon, avec tous les avantages possibles qu'une élite politique et économique française tissée avec ce que vous avez rappelé, le Marzem, autour du roi. Il semblerait que ceci ne fonctionne plus véritablement à un moment où le Maroc estime qu'il est en position d'exiger compte tenu de ses ouvertures, vous avez rappelé lesquelles, mais y compris sur l'Afrique de l'Ouest, il est en position, au fond, d'exiger, d'imposer son point de vue. Ce que la France, bien sûr, ne peut pas faire, compte tenu des relations qu'elle a aussi avec l'Algérie. Donc, c'est inextricable et extrêmement fragile. Quant à la Tunisie, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant, les déclarations de quelqu'un qui est quand même un juriste, constitutionnaliste, qui était considéré comme un universitaire, professeur de droit reconnu, puisse sortir des déclarations avec un vocabulaire, on parle des hyènes, enfin, on retrouve un vocabulaire, mais qui est, franchement révoltant. Mais avec, à part dans une élite tunisienne, pas tant que ça d'opposition au sein de la population. Le parti nationaliste qui s'est créé très récemment, en l'espace de quelques mois, ou pas plus, a plus de 50 000 personnes sur Facebook et diffuse véritablement cette pensée. Et on retrouve quelque chose. Alors, la Tunisie, effectivement, a supprimé l'esclavage 2 ans avant la France, oui, bien sûr, mais l'adhésion de la population à cette suppression de l'esclavage n'était sans doute pas réelle. Et ne jamais oublier que la tradition, et y compris dans les représentations encore actuelles,
le noir, c'est l'esclave. Et que ceci reste une représentation active dans une très grande partie de la population. La situation est vraiment grave. François Bujon de l'Étang. À bien écouter ce qui a été dit, et par Akram Belkaïd et par Béatrice Zublin, on mesure bien que pour la France, la situation est particulièrement délicate et difficile. Alors, elle l'est de façon chronique, j'allais dire, bien entendu, et statutaire, parce que il y a évidemment toute la dimension postcoloniale qui est très importante avec les trois pays en question. Mais la géopolitique, elle est ce qu'elle est. Les États ont la politique de leur géographie, disait très justement Napoléon. C'est assez vrai quand même, Béatrice. Ça mériterait un bon débat. En tout cas, pour nous, ce sont des pays voisins. Ce sont des pays avec lesquels nous avons des relations qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont extraordinairement étroites et intimes dans certains domaines, et parce que tout ceci a en France une dimension de politique intérieure qui est absolument considérable. Il y a des communautés tunisiennes, marocaines, algériennes, qui sont très très nombreuses en France, qui sont d'ailleurs pour partie composées de doubles nationaux, mais qui restent très très influencées par ce qui se passe dans leur pays d'origine, comme elles le sont par ce qui se passe en France, et parce que pour l'instant, on est obnubilé par les retraites, mais un jour, on va passer à d'autres sujets, et le prochain, c'est celui de l'immigration. Et dès qu'on va avoir le débat sur l'immigration, bien entendu, on va retomber sur les problèmes très difficiles que sont les politiques de visa avec les pays du Maghreb, et qu'est le problème des laissez-passer consulaires, qui sont absolument, dont la délivrance est absolument nécessaire pour toutes les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français. Donc, cette dimension de politique intérieure est très difficile. Et même sans elle, le problème simplement diplomatique des trois relations entre trois pays du Maghreb serait en soi très difficile, notamment en raison de la brouille entre le Maroc et l'Algérie. Car cette brouille est en effet sur un sujet qui échappe complètement aux Français et qui échappe à beaucoup d'autres dans le monde. C'est un sujet qui, si vous y réfléchissez, et si vous réfléchissez aux grands enjeux qu'il y a au Sahel, dans l'Afrique, au sud du Sahara et tout ce qui s'ensuit, est assez dérisoire finalement. Mais qui a entraîné cette brouille? Et cette brouille empêche évidemment à la diplomatie française de progresser avec le Maroc comme avec l'Algérie, comme elle devrait le faire. Alors il se trouve que au début de son premier mandat, le président de la République française a défini une priorité qui était d'essayer de rétablir avec l'Algérie une relation qui soit une relation gérable, dépourvue de toutes les sautes d'humeur dont elle est périodiquement victime, et qui était très logiquement sa priorité. Alors ici est attaqué par le biais mémoriel, qui n'est pas forcément le plus simple, évidemment. Et c'était une façon d'ajouter une difficulté à une autre. Alors, je ne suis pas sûr, pour ma part, que l'approche mémorielle soit la plus prometteuse pour la suite. Par contre, l'idée qu'il avait au départ de dire « moi j'ai 42 ans », c'était 44, il avait à l'époque, ou 42, et par conséquent je n'ai rien à voir avec la guerre d'Algérie, et une grande partie de la population algérienne, à mon âge, il faut regarder l'avenir au lieu de se crisper sur le passé, est une approche tout à fait... Mais ensuite, chercher à épurer la relation mémorielle, faire travailler la commission, c'est forcément difficile et riche de péripéties délicates à venir. En tout cas, aujourd'hui, la brouille algéro-marocaine rend impossible de progresser et sur un front et sur l'autre. Alors, le problème général avec les trois pays, c'est évidemment l'absence de démocratie et les tentations autoritaires. Vous avez dit que ces pays font passer la stabilité en premier comme priorité, mais pour certains, stabilité, ça veut dire immobilisme. Oui, et vous voyez à peu près à qui je pense en disant cela. L'échec du Irak en Algérie, les tentatives très difficiles de M. Macron pour essayer de renouer un dialogue avec un président de la République algérienne lui-même mal élu, tout ceci est très très délicat. Et évidemment, je ne sais pas où nous allons nous diriger. Quant au Maroc, vous avez dit à très juste titre que les accords d'Abraham ont modifié, bien entendu, la politique extérieure du Maroc et donné au Maroc l'impression qu'il avait une créance, au fond, à faire valoir sur le reste du monde pour que celui-ci reconnaisse le fait accompli du Sahara occidental. C'est vrai, ça ne l'est pas. Enfin, votre analyse est exacte, mais celle du Maroc est vraie ou ne l'est pas, car en réalité, M. Trump avait évidemment
donné tout son appui au Maroc sur l'affaire du Polisario, mais dès que les démocrates sont revenus au pouvoir, Biden a opéré au contraire une marche arrière, et aujourd'hui les États-Unis ne reconnaissent pas davantage l'annexion du Sahara occidental que la France ou que les pays européens. Le seul qui ait bougé, c'est l'Espagne, au fond. Elle a bougé dans le sens que souhaitait le Maroc, mais c'est le seul pays européen qui l'ait fait, et il l'a fait pour des raisons de profit immédiat sur l'affaire de l'immigration. Donc tout ceci reste un rébus extraordinairement difficile à résoudre. Nicole Nisotto. Oui, les temps sont difficiles pour la diplomatie française au Sud et pour l'influence de la France au Sud. Quand on regarde la grande image, ça va mal pour notre influence en Afrique subsaharienne et c'est pas très brillant au Maghreb. Alors sur le Maghreb, je crois que Emmanuel Macron avait, je crois, essayé de forger la relation avec ces pays du Maghreb, on met de côté la Libye, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était effectivement l'équilibre entre l'Algérie, le Maroc et les communautés algériennes et marocaines en France. Un équilibre, une équation à trois inconnus. Ça a toujours été le cas d'une certaine façon de la part des gouvernements français, sauf que ce qui a changé, c'est le déséquilibre sur place entre l'Algérie et le Maroc et la montée en puissance du Maroc. Et peut-être que la diplomatie française n'a pas vraiment intégré ça, parce que c'est vrai que cette question du Sahara occidental, qui n'intervenait plus du tout dans les relations France-Maghreb, est devenue aujourd'hui la question prioritaire et nous sommes menacés des deux côtés par les Algériens si nous le reconnaissons avec une menace sur les réfugiés ou je ne sais quoi, et puis par les Marocains si nous ne le reconnaissons pas, et bien par retrait de leur ambassadeur en France. Donc ça c'est le premier échec. La position d'équilibre ne fonctionne plus, non pas parce que c'est une mauvaise position, mais parce que la réalité a changé sur place. Le deuxième pilier, je crois, c'était de se débarrasser justement de l'héritage de la colonisation. En 2017, la première fois qu'il est allé en Algérie, Emmanuel Macron avait tenu ce discours qui avait fait à l'époque couler beaucoup d'encre sur la colonisation était un crime contre l'humanité. Depuis, il a profondément changé. Alors, il y a eu la mission donnée à Benjamin Stora de faire une commission pour essayer justement de régler tous les traumatismes du passé. Mais dans un interview récent, il disait notamment je n'ai pas à demander pardon pour ce passé qui ne passe pas. Et donc, un changement quand même très important de la part du président de la République de se débarrasser de cette histoire et de recommencer à zéro une relation avec le Maghreb, en laissant aux intellectuels le soin de déblayer le terrain historique, mais en recommençant sur des bases de réel politique des relations avec le Maghreb. Et ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Le troisième pilier, c'est qu'il a choisi d'avoir des relations d'homme à homme, si je puis dire, un peu à la maghrébine, d'homme à homme, avec des responsables locaux qui sont en fait, alors je veux, avec tout le respect que j'ai pour Sa Majesté, des gouvernements autoritaires et voire maintenant des dictatures en ce qui concerne l'évolution de la Tunisie. Et du coup, il se coupe, l'influence française se coupe de plus en plus des sociétés et le président Macron se trouve en porte-à-faux avec les valeurs que la France est censée défendre, en particulier au Maghreb. En Algérie, l'opposition du Irak, même si aujourd'hui elle est un peu silencieuse, mais ne peut pas voir d'un très bon œil les bonnes relations entre la France et le gouvernement de M. Tebboune. En Tunisie, alors nous avons protesté quand le président Saïeb a dissous le Conseil de la magistrature, ou j'imagine qu'on a protesté sur ses déclarations contre les Noirs subsahariens, mais on voit bien qu'il est en porte-à-faux. Et donc, je crois qu'il y a une nécessité à repenser ces 3 piliers. J'aurais voulu dire un mot sur la Tunisie, Philippe, si vous permettez, parce que la Tunisie, c'est à la fois une tragédie absolument abominable, mais c'est une tragédie qui était évitable.
évitable, et c'est ça qui rend encore plus la situation catastrophique. C'était évitable, pourquoi ? Parce que c'est un tout petit pays qui est à la mesure de ce qu'aurait dû être le soutien de l'Union européenne. On était nombreux, notamment à l'Institut Delors, mais à d'autres, à dire qu'il fallait que la politique extérieure de l'Union européenne au Sud fasse de la Tunisie véritablement son plan Marshall, c'est-à-dire qu'on prenne la Tunisie en main et qu'on sauve ce pays de l'ensemble difficile qu'il était le sien au Maroc. Or, l'Union européenne a effectivement fait beaucoup. J'ai regardé les chiffres, on a donné des milliards d'euros pour le développement de la Tunisie, mais on a essayé de convoquer, enfin de négocier un plan d'accès, de libre-échange, d'accès de la Tunisie au marché européen, mais ce plan a été bloqué par le Covid qui a stoppé net les négociations. On a donné beaucoup d'argent, on a protesté, mais à aucun moment il y a eu véritablement de la part de la technocratie bruxelloise l'idée de faire de la Tunisie un objectif politique majeur de l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est une erreur absolument fondamentale. On a beau donner 600 000 vaccins gratuits dans le cadre du COVAX, on a fait de la Tunisie quelque chose de très important. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de l'enjeu politique qui se jouait là-bas. Akram Belkaïd. Oui, je suis d'accord, mais encore aurait-il fallu que la classe politique tunisienne soit à la hauteur des enjeux. Et je suis assez sévère contre cette classe, à l'égard de cette classe politique, mais au risque de jouer le gauchiste de service, je serai aussi sévère à l'encontre de la bourgeoisie tunisienne. De cette bourgeoisie qui s'est accommodée pendant des années du régime de Ben Ali, qui a été très soulagée de voir Ben Ali partir parce que Ben Ali commençait à vampiriser le pays et donc à se servir sur ce qu'étaient les grandes familles, les grandes villes, Sfax, Sousse, Tunis, et qui, après 2011, ces porteurs de capitaux n'ont pas compris l'importance d'investir eux-mêmes dans leur propre pays, ce qu'ils n'ont pas fait. Pire que ça, il y a eu des choses régressives, c'est-à-dire il y a eu des usines qui ont été fermées, délocalisées, et pire encore, puisqu'on parlait des subsahariens. Après le discours de Kais Saïed, scandaleux, inadmissible, qui a révélé, comme vous l'avez dit Béatrice, l'impensé raciste des sociétés maghrébines. C'est un vrai tabou. La question, moi je cite souvent cet extrait des mémoires de Mohamed Arbi, l'historien algérien, qui raconte qu'un de ses camarades du PPA, du Parti du peuple algérien, donc à la fin des années 40, il est traduit en conseil de discipline parce qu'il s'est marié avec une Française, avec une blanche. L'homme était noir et leur a dit « Ok, très bien, je veux bien, mais lequel parmi vous est prêt à accepter que j'épouse sa sœur ?» Et silence du bureau disciplinaire. Donc voilà, cette anecdote, elle est puissante. Donc, même ces gens-là qui sont en Tunisie, on dit qu'il y en a entre 20 000 et 30 000, un peu plus peut-être pour les illégaux, etc. Mais nombre d'entre eux travaillent, c'est un peu comme en France, ils travaillent, mais ils travaillent dans des conditions difficiles parce que leurs employeurs ne les régularisent pas. Ceux, officiellement, en tout cas selon le discours de la Tunisie, ceux qui sont en situation régulière ne sont pas concernés par la vague d'arrestations à laquelle on assiste, sauf que beaucoup d'employeurs ont continué à en profiter, les familles des beaux quartiers de Tunis, etc. Donc il y a un vrai souci, je pense. Je pense que les élites, de manière générale en Tunisie, n'ont pas pris la mesure de la chance historique qui s'ouvrait à leur pays vraiment de le transformer en profondeur. Je vous remercie, et puisque nous avons atteint le moment de notre dernière séquence, celle des brèves, je voudrais l'ouvrir en recommandant 2 lettres d'information qui sont parentes non par leur sujet, mais par la qualité de leur contenu. La première, Quax, c'est O-U-A-C-S, comme les couacs en musique. La première, donc, Quax, explore avec un esprit aussi critique qu'informé et une plume assez proche du scalpel, le monde de la musique classique, de ses jeux de pouvoir et de ses arrangements commerciaux. Mais Quack
est aussi un guide pour le mélomane dans une production pléthorique, en même temps que son fondateur et rédacteur unique orpaille les rééditions d'anciens enregistrements et oriente ses lecteurs vers des trésors oubliés ou longtemps introuvables. C'est le créateur de la plateforme Qobuz, Yves Riesel, aujourd'hui retiré de cette entreprise, qui signe cette lettre. La seconde, Une semaine aux États-Unis, est rédigée par Guy Hervier, dont je ne sais rien, en tout cas peu de choses. Je sais qu'il est un auditeur du Nouvel Esprit Public, ce qui est une qualité qu'il partage avec de plus en plus de personnes, et un chargé de cours sur les États-Unis à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Depuis qu'il a créé cette lettre, c'est-à-dire depuis 10 semaines, il a pris l'aimable et heureuse habitude de me la faire parvenir, et la dernière lettre, enrichie comme les précédentes de diverses vidéos, expose l'évolution de la Californie, marquée par un commencement d'exode de la population, examine la situation des GAFA, sous le coup de plusieurs procédures anti-monopole, et donne les dernières nouvelles de certains complotistes, tels Marjorie Taylor Greene, élu de Géorgie à la Chambre des représentants, soutien de QAnon, qui fit bénir sa candidature par un pasteur, lequel affirma que l'ouragan Katrina s'était abattu sur la Nouvelle-Orléans parce que la ville avait autorisé une Gay Pride et que Dieu avait envoyé Hitler sur la terre pour créer Israël. Béatrice Gibelin. Quelque chose qui va être un peu plus réconfortant, je crois. Ça s'appelle Vers Compostelle, regard contemporain sur les chemins de Saint-Jacques, qui est le résultat, la publication d'un colloque qui a eu lieu en 2018. Et c'est extrêmement intéressant. C'est une approche évidemment pluridisciplinaire. Vous allez trouver des spécialistes de l'histoire de l'art, du patrimoine, vous avez des géographes, bien évidemment, des historiens, des sociologues, des anthropologues, sur cette histoire de Compostelle et cette réactivation véritablement des itinéraires de Compostelle. À ma grande surprise, j'ai découvert que en 1970, l'office de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle avait délivré 68, vous m'entendez, seulement 68 certificats de pèlerins ayant fait au moins les 100 derniers kilomètres, puisque c'est la condition. Et vous savez à combien on est aujourd'hui, en 2021 ? Plus de 300 000. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Alors, les Français sont bien évidemment une part importante, mais c'est le monde entier et pas seulement catholique, qui fait ce chemin de Compostelle. C'est tout à fait étonnant à lire, et on se rend compte comment, et je pensais à vous, Philippe, avec l'Aveyron, puisque le chemin traverse l'Aveyron, comment ça mobilise des populations locales pour remettre en état, s'approprier le patrimoine. Je pensais, il y a l'exemple d'Estaing, un village d'Estaing, avec une église et les reliques de Saint-Fleuret, et tout ce que ça a entraîné. Écoutez, dans ces temps un peu tristes et un peu douloureux et compliqués, filez donc sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense que ça nous fera tous beaucoup de bien. Akram Belkaïd. Je réagis rapidement. C'est la marche aussi. Bien sûr. Et, l'itinérance de nouveau, la randonnée. On a parlé de choses difficiles au plan maghrébin. Alors, j'ai oublié le nom, mais on pourra le mettre dans la référence sur Internet, d'un jeune franco-algérien qui a rejoint l'Algérie à pied. En partant de France, il a traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Tunisie, l'Algérie, et là il est sur le chemin du retour et il passe par le Maroc où il est accueilli comme un frère, et donc ça donne un peu d'espoir. Alors moi j'ai deux références rapidement. La première, c'est un ouvrage publié de manière conjointe par l'Institut du monde arabe et les éditions du Seuil. C'est la revue Araborama, c'est un livre annuel. Alors ils se sont penchés au début sur le monde arabe, existe-t-il il y a 2 ans, puis il y a eu quelque chose sur les révolutions arabes, les printemps arabes, et cette année c'est un ouvrage entièrement consacré à la Palestine, avec pour titre « Ce que la Palestine apporte au monde », donc plusieurs analyses, plusieurs articles, le tout étant coordonné par le journaliste Christophe Ayad, et c'est bien de lire ça à un moment où on a l'impression un peu que les Palestiniens sont de plus en plus abandonnés, à commencer par les pays arabes. Et l'autre référence, alors ça c'est pour faire un peu dans la prospective, c'est un ouvrage paru fin 2022 de Julien Bobroff, qui s'appelle, intitulé, c'est chez Flammarion, c'est « Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique ». Et donc ça nous annonce le siècle à venir.
et avec comme motto « Pourquoi le 21e siècle sera quantique ?» C'est une lecture, alors il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour lire ce livre, et on prend la mesure des grands enjeux, je dirais, industriels, qui permettent de prendre du champ par rapport à l'actualité, au bruit de l'actualité. Nicole Lisoto ? Oui, d'abord sur Compostelle, il y avait aussi, il y a quelques années, ce récit de Jean-Christophe Ruffin, qui était en fait un récit, non pas sur Compostelle, mais sur la notion de dépouillement. Il raconte qu'il part avec un sac à dos bourré de choses au départ, 3 pulls, 20 chaussettes, etc. Et qu'il arrive avec un demi-pull et une demi-chaussette. Voilà. Non, moi, la brève, je voudrais la consacrer plus sérieusement à rendre hommage à une collègue et amie, Basma Konmani, qui nous a quittés la semaine dernière. Basma était un très grand chercheur sur les questions stratégiques, en particulier au Moyen-Orient. Elle a été longtemps à l'IFRI, où on était ensemble. Elle était dans les dernières années à l'Institut Montaigne. Mais elle était surtout une grande dame de la politique syrienne. Elle s'était battue pour la démocratie en Syrie. Elle avait été à un moment très courageusement le porte-parole de l'opposition démocratique en Syrie, quand il y avait encore des négociations, notamment en Turquie, pour essayer de trouver un compromis avec le pouvoir. C'était une très grande dame. Je crois que la revue Esprit va publier prochainement quelques-uns de ses papiers, un portrait dans un numéro à venir. Donc voilà, je voudrais lui rendre hommage, et beaucoup de ses articles se trouvent sur Internet. François Bujon de l'Étang. Moi, je vais vous paraître, à côté de tout cela, bien futile et bien peu contemporain, mais enfin, j'ai toujours considéré qu'il était agréable de joindre le futile à l'agréable. Et je voudrais, moi, vous recommander de lire un recueil de Pierre Loti, qui vient d'être publié par Galman Lévy, bien entendu, l'éditeur historique de Pierre Loti, qui est un recueil de reportages qui s'appelle Le Monde en passant. Et ce sont des reportages, souvent, parfois très brefs, parfois de quelques pages, qui ont été donnés par Pierre Loti, notamment au début de sa carrière, quand il signait Julien Viau, encore, à un certain nombre de revues de l'époque. Ça se lit avec un plaisir qui ne se dément pas. Ce sont des impressions de voyage, écrites de cette écriture très fluide et souvent un peu teintée d'ironie, qui est très typique de Pierre Loti, et qui vous feront voyager de l'île de Pâques, puisqu'il commence par là, à l'océan Indien, au Pacifique Sud, en passant bien entendu par sa chère Turquie, mais également par d'autres pays du Moyen-Orient, et même par Londres et par l'Espagne. Donc Le Monde en passant de Pierre Loti, et j'en profite pour lancer, bien entendu, un cri d'appel à nos amis de chez Gallimard. À quand Pierre Loti dans la Pléiade ? Le message est sans doute passé. À propos de Compostelle, il y a aussi un autre livre qu'on avait autrefois cité ici, de Antoine Bertrandi, qui s'appelle Vers Compostelle, je crois que c'est aux éditions Transboréal, qui est le récit d'un voyage à pied, donc vers Compostelle, avec un humour assez british sur toutes les populations très étranges qu'on peut rencontrer dans ce genre d'expédition. Je dois dire que, puisque Béatrice a rappelé que j'avais quelques liens avec l'Aveyron, j'ai très souvent récupéré sur le bord des routes, quand je circulais en voiture, des gens qui s'étaient lancés dans le pèlerinage, qui avaient simplement décidé ça l'avant-veille de leur départ, qui étaient allés au Vieux Campeur s'acheter une paire de chaussures, et qui n'avaient aucune idée de ce que suppose la marche, notamment au point de vue de l'hydratation. Donc, tendinite sur tendinite, et tendinite, c'est douloureux, et ça met très longtemps à se réparer. Mais enfin, en les chargeant dans ma voiture, dans toutes les langues que je peux baragouiner, je leur demandais ce qui les avait poussés à ce pèlerinage. Car ça n'est pas, même s'il y a une augmentation que Béatrice a notée, des tampons donnés par la cathédrale, enfin les chanoines de Saint-Jacques, ce ne sont pas le plus souvent des motivations religieuses. Donc je leur demandais ce qui les avait lancés sur les routes, et dans toutes les langues que j'étais capable de comprendre, ils répondaient « Je suis parti à la découverte de moi-même ». Et à mon tour, je leur disais que c'était une découverte
qu'ils auraient aussi bien fait de s'épargner. Je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium qui sera diffusé mardi. Je remercie également Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui lui veille aux plateformes, Adrien Beccaria, qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique cette émission, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour la première de nos 3 conversations avec Philippe Martin, producteur de cinéma et de films de fiction et de documentaires, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.